à d'autres questions que celles auxquelles Roch-Olivier Mess vient de répondre. D'abord, la première question qui a été posée par votre rapporteur spécial sur le nombre, elle est importante parce que je ne pense pas du tout qu'on puisse dire ce que nous venons d'expliquer concerne 700 000 personnes. C'est pas vrai. Ça concerne beaucoup plus que 700 000 personnes. C'est 700 000 personnes qui font l'objet de mesures. Mais combien de personnes sont incapables, ont des facultés altérées plus ou moins gravement et sont prises en charge, si je peux employer cette expression globale, générique, par d'autres procédures que les procédures de la protection juridique des majeurs. Donc, peut-être que nous en sommes à 1,5 million, 2 millions de personnes. Et en tout cas, c'est un phénomène social. C'est pour ça que dans ma conclusion, je faisais appel je prétendais à dire que c'était un enjeu politique. Je pense que véritablement, il ne faut pas se limiter à ça. Et vous savez, on a le même problème, nous, le défenseur des droits, mais tout autre. Par exemple, on ne sait pas en France combien il y a de personnes handicapées. Suivant les catégories que vous prenez, vous allez de 1,5 million à 11 millions, suivant le... Alors, vous connaissez à peu près le nombre des attributaires de l'allocation, et puis après, d'un côté et de l'autre... Donc, je crois que, justement, au titre des politiques publiques qu'il faudrait mettre en œuvre, d'abord, il faudrait avoir une connaissance de la chose. Et je crois que c'est pour ça que, quand on dit que l'intervention de la famille, des mesures sociales, etc., c'est aussi une manière, et je crois que c'est très important, de s'adapter aux situations, parce qu'aujourd'hui, Roch-Olivier Mess vient de le dire, aujourd'hui, beaucoup de personnes dont les facultés ne sont pas altérées, ou pas totalement altérées, font l'objet de mesures qui sont prévues pour les personnes dont les facultés sont altérées. Et on est, en fait, dans un système où on choisit le plus compliqué, le plus coûteux et le moins adapté pour faire face à un certain nombre de situations. Alors, c'est là, Madame Dalloz, où se pose la question du social, difficulté. Est-ce que social veut dire départemental? C'est clair qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est la vérité. Mais alors, quand on dit départemental, on dit ceinture. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si je peux parler vulgairement, on ne peut pas continuer, je veux dire, à charger les départements. Et pourtant, c'est clair que dans la vision que nous avons, nous, si l'on veut vraiment adapter les mesures, il faudrait effectivement que l'on puisse éviter de, en quelque sorte, prendre des mesures lourdes, juridiquement complexes et très coûteuses pour l'État dans un certain nombre de situations où on pourrait adapter des mesures d'accompagnement social ou familial. C'est là où on revient au fait que la loi n'a pas été suffisamment... Donc, je crois que il faut bien voir ça, c'est qu'on finit par créer, si j'ose dire, de l'incapacité là où il n'y en a pas toujours. C'est une situation qui mérite, à mon avis, je voudrais répondre aussi à M. Janicot à propos des obsèques. Moi, je lui dis simplement notre témoignage. Nous avons eu, depuis que le défenseur des droits existe, 4 courriers, 4 réclamations sur le sujet qu'il vient d'évoquer, et nous les avons toutes réglées au cas par cas. C'est-à-dire qu'on a, dans tous les cas, fait un nécessaire pour que les obsèques soient pris en charge, mais on l'a fait dans notre activité, je dirais, de médiation et en dehors des textes du Code des assurances dont vous parliez. Mais peut-être que... Donc ce n'est pas très fréquent, mais en tout cas nous avons réglé les questions. Mais si on peut imaginer qu'il faille prendre des dispositions à ce sujet. Je viens sur le point qu'a évoqué naturellement, enfin que la Cour des comptes a évoqué dans son rapport, que nous n'avons pas évoqué, mais sur lequel j'ai une opinion. Je suis plutôt dans l'idée intuitivement que
c'est le ministère de la Justice qui devrait prendre en charge cette affaire, avec la question que nous voyons dans d'autres domaines, c'est que les rapports entre le ministère de la Justice, la chancellerie, de manière générale, et les départements de manière générale sont tout sauf idylliques. Alors, ça, c'est un argument qui va plutôt dans le sens de ce que dit Roch-Olivier Mestre, mais il y a quand même une logique. À partir du moment où il s'agit très clairement, comme je l'ai montré, comme nous le montrons tout dans notre rapport, d'une question de droit au singulier et au pluriel. Bien, que jusqu'à preuve du contraire, la chancellerie, même s'il y a eu beaucoup d'exceptions, c'est quand même en principe la maison du droit. Ça vaudrait la peine, et c'est pour ça que la petite amélioration budgétaire dont parlait tout à l'heure Roch-Olivier Mestre me paraît assez significative, ça vaudrait la peine, dans les années qui viennent, de se pencher sur cette question et de voir si la chancellerie ne pourrait pas, à la direction des affaires civiles, ou avoir un service qui est une vraie compétence interministérielle, par définition, sur le sujet. Je veux répondre enfin à pas à la question, mais aux constatations faites par M. Dumont. C'est clair que sur le terrain, tout ceci n'est pas une question de texte, c'est une question de pratique. Ces pratiques peuvent être, vous avez employé le mot, très bien encadrées effectivement par des protocoles, par des manières de faire, des modes d'emploi, si je veux dire. Et c'est vrai que nous, en tout cas, dans notre travail, nous avons d'abord essayé de démontrer comment, en dehors d'un certain nombre de modifications du Code civil dont j'ai parlé tout au long de mon exposé, nous avions d'abord à mettre en œuvre 2 ou 3 mesures qui existent dans la loi de 2007 et que les institutions publiques, et en particulier celles de l'État, n'ont pas été capables de mettre en œuvre. Et ainsi, on a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de déport des mesures les plus adaptées, les plus proportionnées, les moins coûteuses et les plus humaines, vers les mesures les plus compliquées, les plus éloignées, et les plus coûteuses, et les plus embouteillantes. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de faire un peu ce qu'à d'autres époques, un certain Gribouille avait tenté de faire. Voilà. Bien, merci beaucoup, messieurs. Bon, c'était vraiment une audition très intéressante. Bon. À partir de là, si j'ai bien compris, pas de modification de la loi, hein, pas de disposition législative, mais une interrogation sur une meilleure incarnation de cette politique, d'une part, et puis un certain nombre de mesures de procédure et d'organisation. Bien. Merci. J'ai une petite information à vous donner, chers collègues. Nous venons de recevoir, en application de l'article 12 de la LOLF, un projet de décret de transfert de crédit et un projet de virement de crédit. Donc, ils sont à votre disposition, là, au fond. Alors, je ne sais pas s'ils vont au bénéfice. Et voilà, je ne sais pas s'ils vont au bénéfice